Première partie, chapitre 3. Pendant la nuit, je n'ai cessé de me réveiller. Je regardais alors le petit transistor près du lit qui indiquait les heures et les minutes avec des chiffres lumineux. Je m'en voulais de ne pas être passé à la pharmacie avant de me coucher, pour acheter des antidouleurs. Je pensais avec angoisse au lundi matin qui m'attendait. J'avais une réunion très importante avec des clients. Tout le monde serait bien installé autour de la table et je ne voyais pas comment j'allais me sentir avec mon mal de dos. Depuis des semaines, je préparais ce rendez-vous avec les Japonais. Monsieur Ozikami, en personne, s'était déplacé pour rencontrer les responsables de l'agence. C'était aussi pour moi l'occasion de prouver enfin à Yann Gaillard que je valais plus que lui, en vue d'une promotion significative. Je me retrouvais en rivalité avec ce collègue, et si j'avais opté pour une sorte de combat équilibré et honnête, je le sentais prêt à utiliser tous les coups pour me mettre à terre. Ma vie en entreprise était dès lors devenue insoutenable, mais je devais m'accrocher. Je m'étais battu pour progresser dans le système, et j'avais une maison à rembourser. Je regardais avec envie certaines de mes amies épanouies dans leur vie professionnelle, alors que la mienne prenait des proportions inhumaines de lutte. Quand le réveil a sonné, j'avais déjà les yeux ouverts. J'ai annoncé à ma femme que je n'avais pratiquement pas dormi la nuit. Ça devient inquiétant, effectivement. Je vais t'accompagner aux urgences ce matin. Je ne peux pas, tu sais bien, j'ai la réunion. Regarde-toi, tu ne peux pas y aller comme ça. Appelle au bureau pour dire que tu vas arriver un peu en retard. Je suis certain qu'ils vont t'attendre. Tout le monde sait que tu n'es pas du genre à faire du cinéma. Ça faisait 2 fois en 2 jours que j'attendais cette expression à mon propos. Je ne savais pas comment je devais le prendre. Mon entourage savait sûrement que je n'avais pas de propension à l'exagération. Mes mots étaient toujours en adéquation avec mes pensées. Ça devait être ça, ne pas faire du cinéma. Ma femme s'était montrée convaincante. Nous sommes partis pour l'hôpital. J'ai envoyé un message à Mathilde, ma secrétaire d'origine suisse, pour prévenir de mon retard. Je suis certaine que c'est lié, fit Lise pendant la trajet en voiture. Quoi? Ton mal de dos et la réunion de ce matin? Tu somatises. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est tellement important pour toi. Oui, peut-être. Quelques minutes plus tard, alors que nous nous roulions toujours, j'ai reçu un message de Gaillard. Mathilde m'a dit pour ton dos. Ne t'en fais pas, les Japonais aussi ont prévenu qu'ils seraient en retard. On t'attendra. À plus. Je déteste les gens qui finissent leur message par à plus. De toute façon, je détestais tout ce qui avait un lien avec cet homme-là. Avec lui, n'importe quelle lettre m'aurait fait le même effet. Heureusement, Élise était toujours près de moi, atténuant par sa présence une manifeste montée d'agressivité. Elle avait mis la radio, les chansons du passé berçaient notre lundi matin. Terriblement inquiet du présent, j'abandonnais mes oreilles à la nostalgie. Une fois arrivés, nous nous sommes installés dans une immense salle perfusée au néon jaune. Autour de nous, il y avait de nombreux visages crispés. Je n'étais pas seul dans la communauté du dimanche saccagé. Chacun paraissait anxieux de façon un peu honteuse. Le fait de voir certaines personnes souffrir davantage que moi me rassurait. Ça sert à ça, une salle d'attente. À évaluer son état par rapport à celui des autres. On s'épie, on s'ausculte du regard. Je n'avais pas l'air d'être le plus urgent des urgents. Un jeune homme, plié en deux, près de moi, soufflait de manière alarmante. Il prononçait des mots incompréhensibles, cela ressemblait à une prière. Vous devriez peut-être d'abord vous occuper de lui, non? Ai-je suggéré quand l'infirmière m'a appelé. Elle se montra profondément, franchement étonnée, sûrement accoutumée au chacun pour soi. Ne vous inquiétez pas, un médecin va venir. Vous êtes attendu en salle 2. Ah, très bien, merci. En me levant, j'ai fixé une dernière fois le jeune homme. Élise aussi semblait perturbée par ce malade. Pourtant, au moment où je la quittais pour ma consultation, elle me disait je vais en profiter pour aller à Decorama. C'est dans le coin. J'aimerais bien trouver une nouvelle lampe pour le salon. Ah, téléphone-moi en sortant. Elle qui faisait preuve de tant de tendresse depuis le début, elle qui m'avait poussé à venir ici, la voici qui m'abandonnait subitement. Elle avait peut-être peur d'assister au rendez-vous du terrible verdict. Non, ce n'était pas plausible. Si elle avait redouté le pire, elle m'aurait pas pu aller faire des courses. Je n'avais pas le temps de m'attarder sur les raisons de sa fuite. Cela pouvait être une fébrilité déguisée en une manifestation d'insensibilité, celle qui surgit parfois avec le temps dans les amours stables. Peu importe. Je crois surtout qu'elle tentait de dédramatiser le moment, en le rendant aussi anodin qu'une promenade soumise aux aléas des boutiques croisées. Au fond, elle avait sûrement raison, car je commençais à sentir le poids du monde sur mes épaules.
Je n'arrivais pas à affronter avec dignité ce qui m'arrivait. C'était absurde. Cela arrivait à tout le monde d'avoir mal au dos. Ce n'était rien. C'est le genre de rendez-vous médical pendant lequel une épouse pouvait tout à fait faire des courses. Dans la salle 2, j'ai attendu encore un peu. Après avoir passé l'étape du tri sélectif, j'étais maintenant dans le service adéquat. Depuis mon arrivée à l'hôpital, mon esprit s'était focalisé sur tout ce qui se passait autour de moi, avec une étrange conséquence. Ma douleur avait disparu. Le médecin m'a alors appelé pour le suivre. Je souffrais depuis plus d'une journée et là, face au spécialiste, je ne sentais plus rien du tout. J'allais apparaître comme un malade imaginaire qui consulte pour un oui ou pour un non, un de ceux qui encombrent les hôpitaux publics de leur cocoterie. En d'autres termes, j'allais passer pour quelqu'un qui fait du cinéma. Plus tard, au moment où je lui raconterai cet épisode, Edouard m'expliquerait à quel point il s'agit d'un phénomène psychologique classique. Dans un environnement médical, il n'est pas rare que les douleurs s'échappent, comme si elles avaient peur d'être mises au jour et donc anéanties. Le médecin m'a accueilli avec beaucoup de chaleur et regardait comme si j'étais un unique patient de la journée. On sentait qu'il aimait son métier, qu'il enfilait sa blouse chaque matin avec une émotion intacte. Je l'imaginais marié à une femme qui exerçait une profession libérale à mi-temps. Ensemble, ils allaient partir en Sicile cet été pour faire de la plongée sous-marine. Elle aurait peur, mais il saurait la rassurer. Ça devait être bien de partir en vacances avec lui. Vous avez de la chance. Il n'y a pas grand monde ce matin. Ah, tant mieux. Souvent les patients attendent 4 ou 5 heures. Ça peut monter jusqu'à 8 heures. Effectivement, j'ai de la chance. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une douleur au dos qui persiste depuis hier. Ça vous arrive souvent? Non, c'est la première fois. Vous avez fait un effort particulier? Non, rien de spécial. Ça arrivait comme ça hier pendant le déjeuner. Vous parliez de quoi? Quelque chose vous a crispé pendant la conversation? Non, vraiment, je ne vois pas. Tout était normal. Vous êtes stressé en ce moment? Un peu. Le stress est la première cause du mal de dos. Ce n'est pas pour rien qu'on dit en avoir plein le dos. C'est dans cette partie du corps que les soucis se réfugient. Ah. Je pouvais facilement l'imaginer répéter cette statistique à tous les souffreteux du dos. Cela permettait de rendre quasi normale une situation qui ne l'était pas forcément. J'étais un salarié sous pression et cela n'avait rien d'extraordinaire. Nous étions une armée à nous laisser envahir par l'angoisse. Tout paraissait logique. Enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. Je m'exécutais docilement. La dernière fois que je m'étais retrouvé aussi, c'était lors d'un lointain voyage en Thaïlande avec Élise. Une jeune femme aux longs cheveux noirs m'avait massé à l'aide d'huiles essentielles. On pouvait difficilement trouver deux moments aussi différents. Le médecin palpa mon dos, un long moment sans parler. Je transformais mentalement son silence en sentence. Enfin, il s'exprima. C'est ici que vous avez mal. Oui, enfin, dans cette zone-là. D'accord, d'accord. Pourquoi avait-il dit deux fois d'accord? Ce n'était jamais bon signe de répéter les choses. On aurait dit qu'il voulait gagner du temps avant d'annoncer le verdict. Bon, le mieux est de faire des radios. On en saura un peu plus et ça nous aidera. Ça nous aidera à quoi? À avancer le diagnostic. Vous pouvez aller au service radiologie ce matin si vous voulez. C'est un peu compliqué, j'ai une réunion importante. Est-ce que ça peut attendre ce soir ou demain matin? Oui, sûrement. Enfin, ne tardez pas. Conclut-il d'une manière franchement inquiétante, comme s'il essayait de masquer l'urgence de ma situation. J'ai tenté de conserver mon calme en repoussant bravement les milliers d'idées noires qui attaquaient mon esprit. Je l'ai même remercié avant de me rhabiller mécaniquement sur le pas de la porte, juste avant de repartir. J'espérais que le médecin prononce une phrase rassurante, comme un chien qui quémande un os. Je voulais ronger un petit mot réconfortant. Mais non, rien. Il semblait déjà ailleurs. Son regard était plongé vers d'autres patients, d'autres dos que le mien. Je ne sais pas pourquoi, mais cet instant me parut presque humiliant. De retour à l'accueil, j'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin. Plusieurs fois, la secrétaire m'a demandé de répéter ce que je disais. Les mots restaient coincés dans ma bouche. Je me sentais tellement mal. Je pensais encore et encore à ce qui venait de se passer. J'aurais voulu que le médecin me dise Ce n'est rien. ou C'est juste un point de tension. mais il n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. Il avait laissé un long silence avant d'annoncer qu'il fallait
des radios. Cet homme-là voyait des dos toute la journée. Il s'y connaissait mieux que quiconque en dos et il avait pris cette décision de continuer avec moi. Pire, il avait dit qu'on devait avancer dans le diagnostic. Il avait forcément un problème puisqu'on parlait de début de diagnostic. C'était un mot à consonance très négative. Je ne pouvais pas l'envisager autrement. On ne diagnostiquait pas un bien portant. Le mot sonnait comme la préliminaire d'un drame. J'essayais de reprendre mes esprits. À l'évidence, je noircissais le tableau. Mon angoisse avait transformé la réalité. J'avais inventé la gêne du médecin. Il avait parlé simplement, de manière neutre et détachée, comme on peut le faire avec un patient qui n'a rien de grave. Pendant quelques secondes, je vivotais dans l'illusion de cette option rassurante, avant de me vautrer à nouveau dans la vérité cruelle. J'étais certain que quelque chose l'avait perturbé. J'étais lucide et c'était bien ça qui me faisait craindre la suite des événements. D'ailleurs, dès la fin de la consultation, la douleur s'est à nouveau présentée. Les crispations ont repris de plus belle, il m'a alors semblé que la zone du mal prenait une nouvelle ampleur, se répandant comme une tache d'encre sur une feuille. Le blocage touchait maintenant le coccyx et s'élargissait pour couvrir la totalité des reins. J'ai retrouvé Élise à la sortie de l'hôpital. Ça va? Tu es tout pâle. Je dois faire des radios demain. Des radios? Oui, juste pour vérifier. Il me semble qu'elle a enchaîné avec 2 ou 3 commentaires, mais je n'arrivais pas à l'écouter. Je tentais de me raisonner, de penser à la réunion à venir, mais rien à faire. J'étais systématiquement happé par la scène avec le médecin. Je repensais à son interrogatoire initial. Y avait-il eu quelque chose dans le déjeuner du dimanche qui aurait pu me troubler? Un mot, une phrase, un geste? J'ai repensé à notre discussion. Je ne voyais rien qui explique ma souffrance actuelle. Mais pour le moment, je me sentais trop encombré pour retrouver tous les mots d'hier. Ce soir, plutôt calme, il me faudrait retranscrire notre conversation. Il fallait mener une enquête, ne négliger aucune piste, revenir méthodiquement sur les traces du moment où tout avait commencé. L'apparition d'une douleur, c'est une scène de crime. Alors que nous étions dans la voiture et que je ne disais toujours rien, Ellie s'est tournée vers moi. « Tu m'en veux de t'avoir laissé ?»« Mais non, pas du tout. Ça m'a angoissé d'attendre là avec toi. Ça m'a rappelé ma mère quand elle accompagnait mon père à l'hôpital pendant sa chimio. » J'étais surpris que ma femme puisse établir un lien entre le cancer de son père et ce qui m'arrivait. La comparaison n'était pas des plus rassurantes, mais je comprenais son sentiment et il me soulageait. Sa fuite n'était pas le fruit d'une quelconque insensibilité. D'ailleurs, pourquoi avais-je imaginé cela? Elle était parfaite, dosant savamment ce qu'il fallait de compassion et d'optimisme. Vu mon état, elle n'aimait pas trop l'idée que j'aille au travail, mais elle savait l'importance de la réunion de ce matin. Elle décida de m'accompagner. J'ai voulu prendre un taxi pour ne pas la retarder davantage, mais elle refusa. Elle a simplement prévenu son assistante de ce retard. Ma femme était sa propre patronne, ce qui simplifiait l'aménagement de ses horaires. Elle dirigeait une crèche. Ses clients étaient des hommes et des femmes ravis de retrouver leur progéniture. Le soir, tout cela baignait dans une ambiance bienveillante, un petit monde avant le monde adulte. Élise était heureuse professionnellement, à une exception près, les enfants ne se souvenaient pas d'elle. Il lui arrivait d'en croiser dans la rue et il la regardait comme une parfaite inconnue. Elle disait souvent « Je regrette tellement que la mémoire ne commence pas plus tôt. » Nous sommes arrivés un peu avant 10 heures. J'allais pouvoir assister à ma réunion. Juste avant que je ne descende de voiture, Élise a posé sa main sur ma joue en soufflant. « Tout va bien se passer. » 4. Intensité de la douleur. 6. État d'esprit anxieux. Fin du chapitre 4.